Bonjour à tous. Merci d'être venu assister à cette présentation sur la pulvérisation. Donc effectivement, bon, le sujet de la pulvérisation, pendant longtemps, ça a été un peu le parent pauvre. Et puis là maintenant, on commence à vraiment le prendre en considération, notamment par rapport à ce contexte actuel de... Alors est-ce que ça veut... Non, ça veut pas. Au contexte actuel, hein, je disais la qualité de pulvérisation, on la prend vraiment en compte en tant que levier majeur. Donc vous voyez que dans l'évolution en fait, des choses, on voit que on va de plus en plus vers des stratégies à base de produits de contact biocontrôle, et avec des marges de sécurité qui ont tendance quand même à baisser. Hein, là-dessus se greffe tout ce qui est nouveaux parasites, aléas climatiques, qui font que maintenant il faut vraiment avoir de la technicité renforcée au niveau de la pulvérisation, puisque quand on nous demande dans l'objectif de réduire les phytos, on estime pour l'instant, hein, que justement cette qualité de pulvérisation constitue un levier majeur pour optimiser et réduire les phytos. Alors donc nous on a beaucoup travaillé au cours des 10 dernières années, décidément, j'arrive pas à passer le... C'est bon. On a beaucoup travaillé au niveau des chambres d'agriculture sur tout ce qui était donc des méthodes et des outils pour améliorer cette qualité de pulvérisation. Ce que je vais vous présenter là ce matin, c'est à la fois des essais qu'on a pu réaliser au niveau des chambres d'agriculture, mais aussi des choses qui ont été faites beaucoup par IFV et INRAE, hein, puisque bon, ils ont fourni énormément de choses ces dernières années, et on a collaboré aussi avec eux sur la mise en place de ces essais. Alors les méthodes et les outils pour améliorer la qualité de pulvé. Euh, donc on a exploré en fait des choses qui n'étaient pas forcément explorées, par exemple par le contrôle obligatoire des pulvérisateurs. Hein. Le paramètre vitesse d'air, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans ce contrôle obligatoire, et qui pour nous pourtant est quand même un paramètre assez fondamental, notamment parce que maintenant on se retrouve de plus en plus avec du jet porté, mais aussi du pneumatique. Hein, et quand on prend par exemple le cas du pneumatique, c'est quand même l'air qui va faire la pulvérisation. Donc la vitesse d'air, on va dire que c'est un paramètre qui est déterminant. Et si vous voulez, nous on a été amené à se poser la question à partir du moment où on a fait des tests très très simples, hein, de papier hydrosensible, qui sont représentés ici, vous voyez, par des codes couleurs, qui correspondent en fait à des papiers hydrosensibles mis sur toute la hauteur de la vigne. Quand on est vert, quand on est rouge, on va dire que c'est bien pourvu. Quand c'est jaune, quand c'est blanc, c'est pas bien pourvu. Et là, on s'est aperçu que, entre autres, dans des essais où vous avez ici représenté deux rangs côte à côte, on est à 1 mètre de distance, on voyait qu'on avait des choses totalement différentes. Donc on s'est dit, bon là, il doit y avoir quelque chose au niveau sans doute des répartitions de vitesse d'air pour expliquer une qualité de pulvérisation si différente en étant à 1 mètre de distance. Et donc on a commencé à mettre le nez dans tout ce qui était vitesse d'air. Donc là c'est un peu pénible, j'arrive pas à passer le... Ouais. Voilà, donc la vitesse d'air, on l'a explorée à travers donc un matériel, hein, donc, qui s'appelle un tube de pitot. Et donc ça, on a développé ça avec des collègues, hein, notamment de Champagne. On a essayé d'avoir le même matériel. Et à partir de ce moment-là, on a pu mesurer ce paramètre de manière précise. Là, par exemple, vous voyez sur toutes les descentes au niveau des diffuseurs, pour pouvoir avoir des références par rapport à ces vitesses d'air. Voilà. Donc là, je vous présente différents matériels. Là, un focus sur un matériel en jet porté, le Technoma PreciJet, où là, vous voyez, vous avez des références. Alors, entre autres, sur ce matériel-là, on n'a pas pris sur toute la hauteur, hein, mais on prenait en 3 points. Et vous voyez que assez rapidement, à travers les codes couleurs, on arrive, par exemple, à montrer que sur ce matériel-là, bon, on a des choses tout à fait homogènes en vitesse d'air. Donc, on peut imaginer à la fois dans les descentes qui sont derrière l'enjambeur et dans les descentes latérales. Donc on peut imaginer que ensuite, en termes de qualité de pulvérisation, on va avoir des choses assez homogènes. Il n'en est pas de même sur d'autres configurations de pulvérisation, où quelquefois on peut avoir 70 ou 80 km/h d'écart sur des descentes qui sont proches.
hein, et le fait qu'on ait une qualité de pulvérisation qui soit hétérogène, on l'a vu, peut s'expliquer par ces vitesses d'air qui sont hétérogènes et qui, quelquefois, sont tout à fait bonnes derrière l'enjambeur, hein, là où on est vraiment très très proche de la turbine. Et par contre, dès qu'on est sur les descentes latérales, on chute complètement au niveau de la vitesse d'air et donc la qualité de pulvérisation peut s'en ressentir. Bon, là, c'est vraiment, on va dire, un des meilleurs exemples d'homogénéité de vitesse d'air. Alors, en fait, on a mené sur... Non? Ça passe... Ok. Voilà, donc nous, on a mis en place à partir de 2018 ce qu'on a appelé des réglages rapides pulvés. Là, l'idée, c'était vraiment en fait de débroussailler avec les viticulteurs, d'essayer d'éviter les erreurs les plus grossières pour bien engager en fait la campagne. Et donc, le principe, c'est 30 minutes pour faire un réglage pulvé qu'on ne fait pas, on va dire, aux petits oignons, mais par contre, on arrive en 30 minutes à faire les principaux réglages, à voir avec le viticulteur ce qui va pas, et lui donner les bonnes bases pour bien débuter la campagne. Et vous voyez que là, depuis 2018, nous, au niveau de la Côte d'Or, donc on a passé à peu près 200 pulvérisateurs, et nos collègues d'autres départements, notamment en Saône-et-Loire, ont fait de même. Hein, donc, on trouve que c'est des tests qui sont très intéressants. Vous voyez qu'on a à la fois des tests qui concernent les vitesses d'air, les vitesses de rotation de turbine, les prises de pression, hein, et des choses qui peuvent être complémentaires du contrôle obligatoire, mais ou qui ne sont pas forcément explorées par le contrôle obligatoire. Donc on a quand même une approche qui est complémentaire, puisqu'il faut juste préciser que ces sessions-là n'ont pas de caractère officiel, comme peut l'avoir le contrôle obligatoire. Et quand on voit les résultats, là je vous présente juste le focus sur 2019, hein, une quarantaine de pulvérisateurs, vous voyez qu'on se dit que ça a quand même une utilité, ces sessions-là, puisque quasiment dans 3/4 des cas, on arrive à trouver quelque chose. Alors, il y a des fois, c'est vraiment des problèmes majeurs. Quelquefois, ça peut être vraiment mineur. Par exemple, quand on met mauvaise pression de la cloche à air, ça, c'est pas forcément ultra déterminant. Par contre, il y a des choses, quand vous avez une vitesse de turbine qui est mal réglée, et que vous êtes en pneumatique et que c'est la vitesse de turbine qui fait la pulvérisation, là, c'est plus dommageable. Donc tout ça nous a permis vraiment d'accompagner les viticulteurs sur la mise en place d'une bonne qualité de pulvérisation, hein, de manière très très pratique. Et donc on va continuer là évidemment en 2022. Et on a aussi développé ce qu'on a appelé des outils simples de réglage. Alors là, vous allez retrouver des choses que vous pouvez voir par ailleurs, hein, qui ne sont pas forcément, je dirais, de notre source. Par exemple, ce que vous avez à gauche, là, c'est ce qui s'appelle la plaque de fer rouillé. Bon, ça, c'est les collègues de Champagne, du CIVC, qui avaient mis ça en place. Hein, c'est les premiers. Bon, l'idée étant qu'à travers cette plaque de fer rouillé, on visualise vraiment dans la végétation. Vous voyez qu'on met cette plaque au sein d'un trou de végétation dans la vigne. Et en passant le pulvérisateur, on voit vraiment où se logent les impacts et si on a en fait des diffuseurs qui sont bien réglés. Alors le problème de cette plaque-là, c'est qu'elle pèse un peu 2 tonnes. Donc on a opté pour notre part pour ce qu'on a appelé une plaque noire, hein, qu'on avait développée, alors je tiens à le préciser, avant Syngenta sur la mise en place, hein, puisque maintenant on le retrouve notamment sur tout ce qui est Calidrop. Mais donc ça, cette plaque noire, voilà, l'idée c'est pareil. Avec une peinture mate, on arrive à visualiser vraiment les impacts de la pulvérisation et très simplement, on arrive à mieux régler son pulvé. Et vous voyez qu'au verso de cette plaque-là, on met des papiers hydrosensibles. Et là encore, alors là par contre, on visualise vraiment nettement si la pulvérisation, la répartition verticale est bonne ou pas. Là où on peut trouver éventuellement des pulvérisations qui se recoupent un petit peu moins bien. Et donc, on peut tout à fait affiner son réglage. Et puis après, on avait d'autres outils. Alors au-dessus, vous voyez, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais au-dessus, c'est un système d'inclinomètre, hein, simplement, qu'on retrouve aussi en mode digital et qui permet de régler les angles des diffuseurs de manière très rapide. Donc ça, c'est, on va dire quand même, hein, les outils simples de réglage, pareil, des outils qui coûtent pas cher et qui peuvent rapporter gros au niveau de la qualité de pulvérisation. Alors après, on rentre dans des tests, effectivement, qui sont les tests basiques au niveau de la qualité de pulvérisation, hein, les papiers hydrosensibles, mais malgré tout,
on voit quand même que c'est très pédagogique, très visuel. C'est des tests qui ne coûtent pas énormément cher, hein, puisque généralement, ça va coûter un sachet autour de 35 euros, à peu près le sachet de 50 papiers. Et derrière, vous voyez qu'à travers les codes couleurs dont je vous ai parlé là tout à l'heure, on arrive assez rapidement à voir quels peuvent être les défauts, entre autres, de la pulvérisation. Bon, là, entre autres, vous voyez, hein, tout ce qui est jaune et tout ce qui est blanc, c'est qu'on est en déficit de pulvérisation. À la limite, c'est un petit peu attendu quand on est sur des systèmes de traitement par le dessus. Hein, et évidemment, on ne peut pas prétendre faire aussi bien par le dessus qu'avec des systèmes de descente. Et quand on regarde, en fait, c'est peut-être plus intéressant parce que bon, le test papier de sensible a ses limites, mais par contre, quand on le multiplie, donc c'est ce qu'on a fait, on a fait de nombreux tests sur des matériels et vous voyez qu'en fait, on faisait une analyse avec un logiciel d'analyse d'image qui permet de quantifier le nombre d'impacts par centimètre carré et la surface couverte. Et là, vous voyez qu'on a essayé de catégoriser nos tests par type de pulvérisation. Et on retrouve des choses relativement intéressantes, hein, notamment le jet projeté. Alors, c'est pas forcément la technologie d'avenir, mais voilà, on retrouve les limites du jet projeté quand on donne en fait à peu près. On a coutume de parler de 50 à 70 impacts par centimètre carré. Bon, on voit déjà que le jet projeté est limité, et notamment dans la percussion pour aller au niveau des faces inférieures ou au niveau de la zone des grappes. Par contre, ensuite, donc, vous retrouvez le crescendo, hein, donc pneumatique par le dessus, une fois qu'on migre au niveau des descentes. Et le plus intéressant, finalement, c'est que le jet porté est un de ceux qui s'en sort le mieux. Et d'ailleurs, on voit que maintenant, le jet porté, enfin, pas que maintenant, mais depuis plusieurs années, a le vent en poupe, et je dirais à juste titre. Hein, on voit que ça fait partie très certainement du meilleur compromis au niveau du type de pulvérisation. Donc ça, on le montre à travers les papiers de sensible. Vous verrez que là, ce que je vais vous montrer ensuite, on a évidemment des protocoles plus élaborés où on peut aller vers des évaluations plus quantitatives que ce qu'on fait à travers les tests papier de sensible. Alors juste pour vous dire, dans la continuité donc, de notre accompagnement des viticulteurs, on a mis en place des fiches de réglage matérielles. Et là maintenant, on a une quinzaine de fiches de réglage. Donc on a mis en place à travers des essais qui ont été faits sur le terrain. Et puis ensuite, on a évidemment échangé avec les constructeurs, les concessionnaires pour vraiment avoir les bonnes informations. C'est des fiches qui sont relativement détaillées. Et vous voyez qu'elles sont à disposition sur nos différents sites internet. Et vous pouvez y accéder sans problème. Et le dernier outil, entre guillemets, qu'on a sorti, là, qu'on va communiquer très prochainement là, auprès des viticulteurs, donc le guide Pulvé Vigne Étroite, donc dans lequel, là encore, vous allez retrouver les informations sur notre site internet, mais l'idée, c'est de pouvoir donner des éléments aux viticulteurs par rapport aux différents pulvés. Vous voyez à droite que on donne un petit peu tous les classements des pulvérisateurs, puisque maintenant, ces pulvérisateurs font partie de listes qui sont mises en avant, qui peuvent être, utiles par rapport aux financeurs aussi, qui, eux, veulent mettre en avant les pulvérisateurs les plus vertueux. Donc là, voilà, on a un guide qui concerne les vignes étroites, et pour l'instant, il va falloir qu'on explore le côté vigne large. Donc ça, c'est tout l'ensemble, on va dire, des outils qu'on a mis en place au cours des dernières années pour essayer vraiment d'accompagner pratiquement les viticulteurs. Et puis après, donc, il y a tout ce qui a été fait en parallèle par les collègues de l'IFV, de l'INRAE, donc notamment du côté de Montpellier, sur donc, l'évaluation quantitative de la qualité de pulvérisation. Alors je veux parler notamment d'Evas Previti. Alors c'est pas une nouveauté pour ceux qui connaissent cette vigne artificielle avec des supports, comme vous voyez, métalliques, sur lesquels sont disposés des papiers qui collectent la pulvérisation. Ça date début des années 2010, les premières évaluations. Et puis, donc, au cours des 10-12 dernières années, l'IFV et l'INRAE ont acquis énormément d'informations, une sorte de base de données sur énormément de matériel. Et tout ça, donc là, vous voyez en plus des informations à la fois à différents stades végétatifs, entre guillemets, début, milieu, pleine végétation, des informations très, très détaillées, puisque
les constructeurs ont pu aussi évaluer différents types de buses, différentes vitesses d'air, différents réglages des pulvérisateurs. Donc tout ça a permis d'avoir une base de données très très conséquente qui, derrière, a posé les bases d'un label qui a émergé à partir là, de 2019 et qui s'appelle Performance Pulvé. Performance Pulvé, si vous voulez, je compare ça un petit peu à ce que vous pouvez avoir, les classes énergie sur du matériel électroménager. L'idée, c'était de pouvoir ressortir les pulvérisateurs les plus vertueux, entre guillemets, en termes de qualité de pulvérisation. Hein, et sous-entendu, à partir du moment où ils sont très qualitatifs au niveau de la pulvérisation, ils doivent pouvoir permettre de réduire les intrants. Donc, ce Performance Pulvé, qui est mis en place depuis 2019 et qui a pris son essor, il se base, alors là je vous présente un petit peu la méthode de classification pour les vignes étroites, puisque en fait on a un système de notes où on compare le pulvérisateur que l'on teste par rapport à une référence, et vous voyez qu'il y a différentes catégories où on estime à partir du dépôt. Donc ce dépôt, là je ne vous ai pas précisé, mais on utilise une matière fluorescente, de la tartrazine entre autres, pour pouvoir tester quantitativement le dépôt. Le dépôt du pulvérisateur testé, on va le comparer par rapport à une référence et donc lui donner une sorte de classification. Et plus on va vers le A+, plus le pulvérisateur est performant. Vous voyez qu'on a deux notes. Il y a une note qui est donnée en début de végétation, une note en pleine végétation. Et finalement, on va faire la synthèse des deux pour ensuite transformer ça en une classe. Et vous voyez sur la droite que, en prenant donc l'exemple d'un pulvérisateur lambda, on va dire, que ce pulvérisateur peut avoir deux notes, puisque ça va dépendre du type de diffuseur, du type de buse qu'on va utiliser. Par exemple, ce modèle-là, il est en classe 4 quand il est avec des buses classiques, sous-entendu des buses à turbulence, qui font des fines gouttes. Par contre, il va être en classe 2 quand on lui met des buses à injection d'air. Voilà. Tout ça, donc depuis 2019, en fait, les constructeurs donc, se sont manifestés à travers deux voies pour pouvoir bénéficier de ce classement. Soit il y avait déjà eu des tests faits sur la vigne artificielle, et auquel cas donc, il suffisait de reprendre les données pour pouvoir établir la classification. Ou alors certains constructeurs donc, ont dit non, moi je ne veux pas passer par la voie des tests. Donc à ce moment-là, ils sont passés par la voie on va dire, des types de pulvérisation en disant, bon écoutez, moi j'ai un G porté avec descente et G porté. Et à ce moment-là, l'IFV INRAE donc, a pris en fait les références moyennes d'un G porté avec descente pour dire, voilà, votre classification est la suivante. Et si jamais le constructeur n'était pas satisfait, à ce moment-là, charge à lui de faire des tests pour prouver que son pulvérisateur était plus performant. Donc cette démarche-là, préciser quand même un point important, c'est qu'elle a aucun caractère obligatoire, c'est vraiment une démarche volontaire des constructeurs. On a maintenant, depuis, ça va faire un peu plus de 2 ans, donc il n'y a pas l'ensemble des constructeurs qui sont allés dans cette démarche-là, mais il y en a quand même pas mal. Et je pense que l'intérêt pour ceux qui s'intéressent de près à la pulvée, pour les viticulteurs aussi, c'est d'aller voir, en fait, il y a un site internet dédié. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tous les matériels qui sont agréés, mais vous pouvez aller voir, en cliquant sur les différents matériels, avoir le test en détail. C'est-à-dire que si vous avez votre propre matériel, vous pouvez aller voir sur le site internet, vous allez voir son classement, mais vous allez voir aussi les conditions de l'essai. Et puis, il y a aussi des informations par rapport au réglage. Donc, c'est vrai que c'est une mine d'informations que ce site internet. Voilà. Et donc, en fait, la démarche est encore en cours. Donc, il y a des dépôts de dossiers qui se font maintenant un petit peu moins, mais il y a toujours des constructeurs qui déposent. Et il y a une commission technique nationale qui évalue ces dossiers. On en fait partie. Voilà. Donc ça, performance pulvée, sur la base de la vigne artificielle, il y a eu énormément d'acquisitions au niveau de fourniture de données sur tout ce qui concernait le réglage optimum des pulvérisateurs. Ça, c'est le point, on va dire, qualité de pulvérisation. Et alors maintenant, le deuxième enjeu, c'est la dérive. Bon, la dérive, évidemment, elle s'est accélérée très fort
par rapport aux histoires de distance de sécurité riverain. Hein, donc à partir de 2020, 1er janvier 2020, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Et évidemment que c'est devenu un paramètre prépondérant. Et donc là, alors, on ne voit pas très bien sur la photo, hein, mais c'est sûr que les buses qu'on est amené à utiliser de façon très majoritaire, notamment au niveau du jet porté, ça reste des buses qui produisent des très fines gouttes. Donc qui sont très intéressantes au niveau de la couverture, de la qualité de pulvérisation, mais par contre qui génèrent une dérive qui est conséquente. Et là, l'idée, c'est de pouvoir aller explorer d'autres types de buses, notamment les buses à injection d'air. Alors, la dérive, le premier axe qui a été mis en place au niveau national, c'est qu'il y a eu, dans le cadre des distances de sécurité riverain, mais ça remonte même avant, une sorte de liste officielle qui a été mise en place. Alors, à l'origine, elle a été mise en place par rapport aux zones non traitées cours d'eau. Et derrière, il y a eu une sorte d'extrapolation au niveau de la distance de sécurité riverain. Cette liste-là, qui est toute filière, dans laquelle on va retrouver à la fois donc, des pulvérisateurs, des types de buses, etc. C'est aussi une liste, une liste positive, mais qui est volontaire, c'est-à-dire qu'il faut que les constructeurs fassent la démarche pour pouvoir être inscrits sur cette liste-là. C'est pas automatique. Bon. Et ça veut dire que cette liste-là, vous voyez, je vous ai mis un extrait, c'était une des dernières, hein, qui date de mai 2021, mais régulièrement, elle est remise à jour. Et vous voyez que ce qui est précisé, c'est un point important, c'est que, par exemple, là, si vous prenez la descente TB, on parle du pulvérisateur, de la descente, mais aussi d'un type de buse. C'est-à-dire qu'il faut à la fois respecter les deux conditions pour que vous puissiez, pour qu'on puisse considérer que on réduit bien la dérive. Donc là, par exemple, la descente TB, il faut que la descente TB soit équipée de buses à induction d'air. Et vous voyez que le niveau de réduction de dérive, alors ça, c'est un peu à dire d'expert. Hein. Il n'y a pas dans cette liste-là quelque chose qui a été déterminé très très précisément. C'est des classes de réduction de dérive. Et le postulat a été de dire, quand on est en jet porté, donc on considère qu'on va réduire la dérive à peu près par 3. Donc réduction de la dérive 66%. Par contre, dès qu'on passe avec des systèmes de pulvérisation confinée, panneaux récupérateurs, à ce moment-là, on passe à hauteur de 90%. Et c'est pour ça que vous voyez qu'on a cette deuxième ligne. Donc là, on a une liste qui est quand même, somme toute, un peu théorique. Hein. Sur laquelle on n'a pas des résultats hyper précis de dire le matériel a réduit la dérive à hauteur de 95 ou 99%. Donc ça, c'est la première liste nationale. Et puis, donc à côté de ça, donc, nous, on a essayé de travailler cet aspect anti-dérive. Alors là encore, ce que je vais vous montrer, c'est sur de la vigne étroite. La vigne étroite, c'est délicat parce que quand vous regardez, déjà, c'est que 15% au niveau national. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur de la vigne large. Et quand on parle buse anti-dérive en vigne large, il n'y a aucun souci parce qu'on peut prendre des buses qui ont des codes débit suffisamment importants pour ne pas générer de bouchage, pour arriver à un volume hectare qui soit pratique, intéressant pour le viticulteur. Le souci en vigne étroite, c'est que pour ne pas générer un volume hectare trop conséquent, on est obligé pratiquement d'aller vers des codes débit très très bas et qu'il y a des risques de bouchage et que derrière, la question qu'on se pose aussi, c'est que maintenant, avec nos utilisations de produits en bio, de produits de biocontrôle, de produits de contact, il faut aussi que la couverture soit assurée. Hein. C'est-à-dire que, ok, elles vont jouer leur rôle anti-dérive, mais est-ce que derrière, en termes de couverture, de pulvérisation, elles sont efficaces ? Ça, c'est tout l'enjeu. Vous voyez que on a testé différents types de buses à la fois. Alors, quand j'ai mis anti-dérive, c'est un peu inexact parce que celle de droite, elle n'est pas typiquement anti-dérive. Elle est à réduction de dérive. Et elle va intégrer la catégorie des buses anti-dérive. Et là, vous voyez, donc on a fait des tests avec des viticulteurs. Entre autres, là, ici, vous avez un jet porté. Air Drive, hein, dans lequel on voit qu'il y a une buse à turbulence classique.
ces bus à turbulence, voilà ce que ça donne. Donc vous l'avez au-dessus. Hein, donc la TXB, elle génère à peu près des gouttelettes autour de 100 microns, voire moins. Hein, donc c'est des gouttelettes très fines. Vous voyez nettement l'avantage. Ici, on a un papier hydrosensible. Imaginez, il est plié en deux sur des feuilles. Vous avez à la fois le côté face supérieure, face inférieure. Quand on voit ça, on se dit c'est super au niveau de la couverture. On imagine quand même que le contrôle des maladies doit être bon. Et en bas, vous avez l'IDK. Donc l'IDK, c'est vraiment une buse anti-dérive, enfin une des meilleures anti-dérives. Bon, quand on voit la répartition, sur le moment, on a quelques doutes, quoi. Après, on se pose des questions, je dirais plus, parce que vous imaginez bien qu'elle génère des plus grosses gouttes. Alors potentiellement, elle va peut-être apporter plus de produits. Effectivement, quand c'est analysé sur la vigne artificielle, souvent, ces buses-là apportent plus de produits. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de voir la répartition. Et ça, par exemple, Evas Previti ne le fait pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinguo face supérieure, face inférieure. Et là, quand on voit ça, on se dit, bon, ok, on est super bien pourvu face supérieure. Par contre, face inférieure, bon, et quand on sait que les maladies, aussi bien mildiou qu'oïdium, débutent sur la face inférieure, ou en tout cas, même pas forcément que débutent, l'enjeu quand même, c'est d'aller vraiment bien pourvoir les faces inférieures. Et là, voilà ce que ça donne. Alors ça, bon, ça reste des papiers hydrosensibles, hein, on est d'accord. Vous voyez que, bah, évidemment, bon, la TXB, pour nous, c'est la référence. Et là, je ne vous parle pas de dérive, je vous parle de qualité de pulvée. Il n'y a pas photo. Hein, si vous mettez votre curseur à 70 impacts par centimètre carré, bon. Par contre, quand on prend l'IDK, c'est vrai que cette notion d'impact par centimètre carré, elle est beaucoup moins valable bon, avec ces buses anti-dérive. Et là, vous voyez que quand on attaque le côté face inférieure et grappe, ben voilà, ça commence un petit peu à nous poser question. Bon. Et d'ailleurs, vous avez noté aussi que ces buses anti-dérive, on est obligé de fonctionner à des pressions qui sont moins fortes que les pressions habituelles. Pourquoi ? Parce que sinon, elles génèrent un débit en litres minutes qui est beaucoup plus conséquent que des buses classiques. Alors après les IDK, par contre, on a exploré donc ces fameuses buses. Alors c'est des buses à chambre de décompression, hein, on va dire à réduction de dérive. Vous voyez qu'on les compare toujours avec notre référence. Et là, on a des choses qui nous plaisent un petit peu plus en termes de répartition, de taille de gouttelette. Bon, tout à l'heure, je vous parlais de taille de goutte. Donc là, je vous disais sur celle-là, à peu près 100 microns, quoi. En gros, il y a même une partie du spectre qui est inférieure à 100 microns. Sur celle-là, on serait plutôt autour de 200 microns. Puis la précédente, on était plutôt 300-400 microns. Donc évidemment, vous imaginez que plus on génère des gouttes grosses, plus on va bien gérer la dérive. Il faut trouver le compromis finalement entre taille de goutte pour limiter la dérive et quand même assurer la qualité de pulvérisation. Je fais un timing ou pas ? Non ? 3 minutes ? Ouais, ok. Donc là, vous voyez les résultats, des résultats un petit peu plus satisfaisants, face inférieure, zone des grappes. On va dire, hein, je résume assez rapidement, mais que cette AD, là, qui n'est pas typiquement une buse antidérive, elle est à réduction, elle est quand même très intéressante, parce que quand vous regardez tous les résultats qui ont été faits sur Evas Previti, tout matériel, hein, bon, que ce soit des Technoma, Berthoud, Amos, etc., on a des résultats très intéressants avec cette buse-là. Tant et si bien que même maintenant, elle va intégrer la liste officielle. Par exemple, si je prends le cas de Technoma sur leur système de pulvérisation confinée, ils vont mettre en avant ce type de buse comme ayant donné les meilleurs résultats. Alors ça, c'est le côté pour nous, encore une fois, on va dire à notre niveau de la Chambre d'agriculture, on avait exploré via des papiers hydrosensibles, et il y a quand même, là encore, bon, des choses beaucoup plus poussées qui sont faites par nos collègues de l'IFV INRAE. Donc c'est EolDrift. Hein. Donc EolDrift, c'est la quantification de la dérive. Alors vous voyez que finalement, on part d'une base Evas Previti, donc finalement, on retrouve la simulation de vigne. Mais là, c'est simplement, il n'y a pas de mesure. Hein. Les mesures, elles se font donc à travers un mur de 25 ventilateurs qui va générer une vitesse d'air constante, avec l'idée d'avoir à peu près 20 km/h au niveau des rangs.
qui est supposée être la vitesse à laquelle on n'a plus trop le droit de pulvériser. Et vous voyez à droite que la mesure de la dérive, en fait, la dérive, le produit est récupéré sur des fils que j'ai matérialisés en rouge, qui sont tendus en fait à des hauteurs à chaque mètre. Et ces fils, qui sont des fils en plastique, ensuite, il y a un dosage qui est fait de la quantité de produit pour voir en fait la dérive. Alors on a l'impression que une fois qu'on a passé le pulvé, il n'y a rien du tout sur les fils. Si, il y a quand même des choses. Et je vais vous montrer ça sur les résultats, puisque on a été amené à faire des tests avec donc un des derniers modèles de chez Amos, donc avec les systèmes de turbines autonomes, qu'on avait beaucoup travaillé au cours de 2019-2020, donc à travers donc des explorations papier hydrosensible localement, et puis ensuite on est allé donc sur le banc Eol Drift pour voir un petit peu ce que ça donnait. Alors voilà, pour vous expliquer rapidement donc les résultats, c'est que vous avez ici représenté au-dessus le début de végétation, ici la pleine végétation, et ensuite donc vous avez des types de buses, entre autres on retrouve notre buse référence et les deux buses antidérives, et puis ici vous avez des modalités avec des vitesses de turbines qui sont différentes. Alors, première chose, par exemple, et on mesure en fait la réduction de la dérive, puisque en fait vous allez avoir une quantité de produits captés, et donc à partir de là, on peut comparer les modalités entre elles. Là, par exemple, quand vous avez une turbine, alors on le voit assez souvent dans le vignoble, on fonctionne classiquement autour de 180 km/h ou un peu plus, et on a comparé ça avec la modalité à 100 km/h. Et vous voyez que là, on a à peu près donc une réduction de 23% de la dérive. Donc le fait de dire je réduis ma vitesse de turbine, on se dit bah, tiens, on va générer moins de dérive, c'est le cas, mais ça représente entre guillemets que 23%. C'est déjà significatif, mais c'est pas assez quand on veut vraiment abattre la dérive. Et donc, par contre, quand vous voyez que derrière vous changez de buse, eh bien là, on s'aperçoit que là, on abat réellement la dérive, et que au-delà de l'aspect vitesse de turbine, c'est plus l'élément buse qui va être déterminant dans le fait de gérer la dérive. Clairement, vous voyez que finalement, plus on va vers la droite, plus ces buses-là vont générer des tailles de gouttelettes importantes. Et là, par exemple, l'interprétation de ça, c'est que la buse AD ne génère que 13% de la dérive de la TXB. Et encore plus l'IDK, elle ne génère que 5%. Ça veut dire qu'on gère quasiment 87% de la dérive. Donc là, on se dit que, par exemple, si on fonctionnait avec ce système simplement en changeant les buses, en mettant les AD, on a pratiquement fait le chemin. Après, la question, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller vers de la pulvérisation confinée ? Bon, la question reste posée. Ça, c'est les résultats bruts d'Eol Drift. Après, évidemment, l'idée, c'est de se dire, maintenant, j'aimerais bien équiper mon pulvérisateur avec ces buses-là, et puis voir tout au long de la campagne, est-ce que ça va faire la balle ou pas. Nos collègues de Champagne du CIVC ont déjà ouvert le tir l'année dernière, et a priori, bon, ils ont bien passé le cap, en plus sur une année qui était quand même assez coton. Maintenant, donc, nous, ce qu'on voudrait mettre en place, c'est effectivement une analyse finalement d'efficacité biologique pour voir si on arrive à bien contrôler le mildiou et l'oïdium en mettant ce type de buse en avant. Alors pour terminer, voilà, donc là, est-ce que j'arrive à passer ? Oui. Si on résume, on va avoir à terme, en tout cas c'est le souhait des partenaires au niveau national, d'avoir un classement des pulvérisateurs selon deux paramètres, le paramètre qualité de pulvé et le paramètre dérive. Ce paramètre qualité de pulvé, il est déjà effectif à travers Performance Pulvé. Celui-là, la base de données est en train de se construire. Il a déjà fallu qu'ils cernent bien le protocole de mesure. Et là, à partir de 2022, ils vont enrichir la base. Peut-être bien, ça va peut-être glisser sur 2023, mais à partir de là, ils auront des éléments. Et ça veut dire que les viticulteurs qui vont investir à terme dans des pulvés pourront aller voir en fait des bases de données pour dire bon ok mon pulvérisateur il a telle capacité de qualité de pulvé, telle capacité au niveau dérive. Voilà, et donc alors il y a d'autres éléments, mais a priori on n'a pas le temps, il faut passer, puisqu'on a travaillé sur d'autres
chose, mais que je ne pourrai pas vous présenter. Donc je terminerai par cette diapo-là. Alors pour vous dire que je vous ai pas trop parlé pulvé confiné. Alors évidemment, c'est une réalité, je dirais, qui est quand même démocratisée dans les vignes larges. Il n'y a pas de souci. On voit qu'il n'y a pas de souci parce que au niveau contraintes, mode de conduite, ça se fait plus facilement. Par contre, encore une fois, quand on revient sur nos vignes étroites, là, ça devient, vous voyez un petit peu, alors je dirais pas usine à gaz, mais en tout cas, bon, il faut imaginer simplement que demain, vous allez dire à un viticulteur, bon, au lieu de traiter tes 8 rangs, tu vas en traiter plus que 4. Bon, et dans des domaines où généralement les surfaces sont en augmentation, et où les fenêtres climatiques sont très très serrées, bon, est-ce que, voilà, et parce qu'on est aussi au niveau de ces matériels-là sur des investissements qui sont quand même très très conséquents. Donc pour l'instant, alors je parle pour le vignoble que je connais, hein, mais au niveau Côte d'Or, on va dire qu'il n'y a pratiquement pas un exemplaire de pulvérisation confinée. Vous allez en retrouver quelques-uns en Champagne, dans le Bordelais, mais voilà, ça va, la démocratisation va peut-être être difficile. Donc ensuite, est-ce que on a besoin d'aller à ce niveau-là, ou est-ce que, à travers tout ce que je vous ai montré, on va arriver vraiment à réduire très significativement la dérive sans devoir aller vers des contraintes très très fortes de ce style? Voilà. On est bon? Parfait, on est parfait. Merci bien. C'est bon. Eh ben, merci Pierre pour cette présentation, enfin très complète sous les deux angles, hein, qualité de pulvée et dérive. Donc on rentre dans la petite séquence de 10-15 minutes sur des commentaires, questions, réactions. J'allais dire aux présentations, parce qu'en fait il y en a pratiquement deux sur la qualité de pulvérisation, sur la dérive. Tout le monde dort. Ouais. J'ai endormi tout le monde. Apéro. Non, non, c'est l'heure de l'apéritif. Ouais, complément, non? Tout est clair. Oh, bah alors, moi j'en aurais une sur. Ouais, si, j'ai le droit. Je joue pour. Sur donc la méthode donc de l'INRA IFV là sur la dérive. Elle se fait les filets là, ils sont à quelle distance? Enfin, j'ai découvert sur J'essaie de revenir. Voilà. Ouais. Et ça, ils peuvent le modifier, la distance des... Oui, alors effectivement, bon là vous voyez que, entre autres, hein, on était dans le test d'un matériel vigne étroite, donc ils adaptent évidemment la largeur des rangs de vigne. Après, en fait, les fils tendus sont à quel... Les fils tendus sont à 7-8 mètres du dernier rang. D'accord. Voilà. Et on est vraiment, en plus, sur des tests, vous voyez, qui sont faits à l'air libre. C'est très très contraignant parce que, bon, je ne sais pas si on le voit, mais derrière, bon, il y a toutes les mesures d'anémomètre. Il faut vraiment qu'au niveau du vent, ça soit zéro. Sous-entendu que ça se fait entre 5 h du matin puis 10 h maximum. Ensuite, le vent se lève, c'est terminé. Dès que le vent se lève un peu, c'est terminé. Oui, que tous les... Ils veulent absolument avoir un protocole de mesure où tout soit comparable. Voilà. D'accord. Autre remarque, questionnement. Et je redis, toutes ces classifications, donc, soit qui existent ou qui vont venir sur Royal Drift, donc sont accessibles. Je me mets à la place d'un viticulteur qui veut choisir un pulvérisateur. Tu peux accéder à l'information, comme tu le disais, Alors pour l'instant, performance pulvée, oui. Vous avez donc tout est vraiment mis à jour. La dérive et All Drift, on est encore dans un système, enfin comment dire, au niveau expérimental. Enfin, il faut vraiment qu'il cale totalement la méthode. Il y a eu évidemment des questions qui se sont posées, donc ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas de communication grand public sur tous les tests qui ont été faits. Là, ils complètent 2022 à la fois en vigne large et en vigne étroite pour avoir vraiment tous les types de matériel. Et puis je pense que là, réellement, à partir de 2023, ils vont communiquer. Et ça veut dire que, comme je vous disais, plus que la liste officielle, là où on dit 66%, 90%, on aura des éléments très très précis pour pouvoir dire, comme je vous ai montré là tout à l'heure, c'est 87%, c'est bon, voilà. Par rapport à... Oui, par rapport à ce que tu disais, donc les buses, elles sont testées avec quel type de pulvé? Parce que c'est toujours le même... Tu les testes avec différents types de pulvées ou toujours avec le même type de pulvé?
Sur EOL Oui, Drift, oui. ouais. EOL Drift, en fait, là, vous avez une approche constructeur. Donc, généralement, il y a un partenariat avec un constructeur. Là, entre autres, c'était Amos. Donc, C'est on des est, coupes. on est venu avec le même matériel en disant, tiens, je suis intéressé pour tester tel type de buse. Vous avez généralement votre buse référence, celle que je vous ai montrée, là, les TXB ou TXA, elles équipent 90% des jets portés. Puis après, par contre, libre au constructeur de dire, moi, je veux tester tel diffuseur à telle vitesse et Toutes les bus sont pas testées avec le même avec le matériel. même. Avec le même matériel. Pas forcément. Pas Là, forcément. non, l'idée c'est vraiment de comparer à l'intérieur d'un matériel, finalement pour voir sur le matériel A quelle est la meilleure buse en termes Ouais. d'abattement de dérive. Et ma deuxième question, c'est fait avec de l'eau? C'est fait avec de l'eau, effectivement, ouais. Oui, Ah non, oui. mais... ok. Donc après, c'est sûr que j'ai pas trop eu le temps de développer là-dessus, mais je vous disais en vigne étroite. Où on cherche, nous, à avoir à peu près 180 litres. Hein, c'est ce qui est fait 170 litres, 180 litres. Là, les types de bus qu'on teste, c'est quasiment pas possible. Ou alors, ça veut dire que vous êtes à une pression super basse. Et si vous prenez les petits calibres, quand vous êtes en bio, avec des produits cuivre, soufre, vous bouchez obligatoirement. Même en étant ultra technique au niveau de la filtration et tout, vous bouchez. Donc, je le dis déjà, ça c'est pas un scoop, mais la porte de sortie qu'on aura pour pouvoir aller en vigne étroite vers des buses anti-dérive, ça sera d'augmenter les volumes hectares. Et quand je dis augmenter, c'est que une AD, par exemple, pour vous donner un ordre d'exemple, quand vous allez fonctionner à 3 bars, parce que 3 bars, c'est le minimum pour que l'angle se fasse, ça va générer autour de 240 litres hectares. Donc il faut savoir, est-ce que le viticulteur va être prêt à remonter ses volumes hectares? Quand on en discute avec les spécialistes, ils ont tendance à dire que ça permettra plutôt d'être bénéfique au niveau de l'efficacité. On ne perdra pas. Par contre, après, c'est plus la logistique qui peut poser question. Et des débits de chantier. Mais sinon, on n'aura pas... Vouloir faire du 180 litres hectares avec des buses anti-dérive, c'est sûr que là, vous allez avoir... vous courez à votre perte. Faut être clair. C'est clair, vous courez à votre père. Merci Pierre. Merci. Et Bonne puis, continuation à ouais. vous.